Je mets toujours un temps pas possible à écrire un post sur LinkedIn. Pourtant, ça fait 5 ans que j'en écris et je suis suivie par plus de 20 000 personnes, mais je mets toujours autant de temps à écrire un post et c'est pour une seule raison. Je pense à l'algorithme. Tout ce que je le fais pour faire plaisir à l'algorithme. Et ça, ça n'arrive jamais quand j'écris un email. Parce qu'un email n'est contraint par aucun algorithme. Sur votre newsletter, vous êtes totalement libre. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, quand vous voulez, et à toute votre audience si vous le voulez. Écrire une bonne newsletter, c'est en fait beaucoup plus simple que d'écrire pour les réseaux sociaux. Et ça rapporte beaucoup, beaucoup plus. Avec une newsletter, vous obtenez les adresses de votre audience, la confiance de votre audience, la proximité avec votre audience. Ah tiens, c'est bizarre, hein ? C'est tout ce qu'il faut pour vendre sans avoir à faire le forcing. Alors si vous voulez enfin faire décoller votre newsletter, rejoignez-moi sur la formation Stratégie Emailing. La prochaine session démarre bientôt, elle est finançable par votre OPCO si vous êtes salarié ou par votre FAF si vous êtes chef d'entreprise ou indépendant. Alors ne tardez pas, toutes les infos sont sur le podcast dumarketing.com/emailing. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 269. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On est en février au moment où je publie cet épisode. Le mois de janvier est derrière nous, l'année est officiellement commencée. Faut dire que le mois de janvier, c'est toujours un peu compliqué. On sort des fêtes, c'est le début de l'année, il y a les nouveaux objectifs au boulot, les fameuses bonnes résolutions dans le perso, peut-être même que vous vous êtes laissé tenter par la mode du Dry January, vous savez, c'est ce challenge qui consiste à faire une pause sur l'alcool après les excès de fin d'année. J'entends d'ailleurs de plus en plus de gens en parler, en fait, j'entends de plus en plus de gens qui me disent faire une pause, voire arrêter complètement l'alcool pour se sentir mieux, pour être plus efficace, pour être plus pro, pour plein de raisons en fait. Et ça, ça me fait réfléchir. Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est une tendance de fond ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on doit tous s'y mettre ? Est-ce qu'on peut tous s'y mettre ? Bref, je n'ai évidemment pas les réponses, alors je suis allée poser les questions à un pro du sujet, Sylvain Rouget. Bon, on se détend, hein, cet épisode n'est en aucun cas une injonction à arrêter l'alcool ou une occasion de faire la morale à tout le monde. Perso, je n'ai rien contre le fait de boire un verre de temps en temps. L'idée ici, c'est de mieux comprendre le lien sociétal entre travail et alcool et comprendre l'impact qu'il a sur nos performances. Allez, c'est parti, je vous propose d'accueillir tout de suite Sylvain Rouget. Bonjour Sylvain, bienvenue sur le podcast du marketing. Merci Estelle de m'accueillir. Écoute, je suis très très contente, on va parler d'un sujet qui est un petit peu différent des sujets qu'on aborde habituellement sur le podcast du marketing, mais c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, soit dans le milieu des entrepreneurs, soit dans les cadres et puis plein d'autres gens par ailleurs, mais en tout cas on va parler de ce sujet d'un point de vue professionnel. Ce sujet, c'est le sujet de l'alcool et de l'impact que l'alcool peut avoir dans notre vie pro notamment. Sylvain, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Sylvain Rouget. Donc, j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer de l'alcool, plus particulièrement les cadres et les entrepreneurs qui sont soumis à beaucoup de pression. Ouais, c'est beaucoup de pression qui effectivement parfois peut nous amener à avoir en tout cas une consommation qui est peut-être plus importante que celle qu'on souhaiterait avoir. Alors j'allais dire qu'on devrait, je sais pas si on doit quoi que ce soit, mais peut-être qu'on souhaiterait avoir, c'est ça qui est certainement intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, Sylvain, parce que moi j'en entends beaucoup parler, pour tout te dire, c'est aussi pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, il y a plein de choses qui se mélangent, on sait qu'il y a des gens qui ont des soucis avec l'alcool, ça c'est un fait sociétal, mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de nouvelles mouvances, notamment dans le milieu des entrepreneurs. J'entends plein de gens autour de moi qui me disent écoute moi Estelle, j'ai envie de réduire ma consommation d'alcool ou j'ai envie d'arrêter totalement ma consommation d'alcool, non pas nécessairement d'ailleurs des gens qui ont un problème au sens je sais pas si c'est le bon mot problème, enfin qui ont un problème sérieux avec l'alcool, mais parce qu'elles trouvent des bénéfices à ne plus consommer ou à moins consommer d'alcool. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'impact de l'alcool sur la santé ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une vraie mouvance, en effet.
parce qu'on s'aperçoit très rapidement que l'alcool fatigue le corps, donc on est moins efficace. En plus, les lendemains de week-end, le lundi, ça peut être un peu compliqué pour bien travailler, être productif. Donc il y a ça, la première chose. Deuxième chose, c'est que l'alcool amène beaucoup d'anxiété. Donc au départ, on boit l'alcool pour se détendre et justement ne plus être anxieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelques heures plus tard, notre niveau d'anxiété va être accru par rapport au niveau qu'on avait auparavant. Donc petit à petit, ça nous donne beaucoup d'angoisse et d'anxiété, et pour le business, c'est pas top, quoi. Et puis de même, ça influe sur le sommeil. C'est-à-dire qu'on va dormir beaucoup moins bien. Nos cycles de sommeil ne vont pas être respectés. Alors on s'endort plus vite quand on boit de l'alcool, évidemment. C'est un peu ce qu'on croit. On croit qu'on va bien dormir quand on boit, mais en fait on s'endort plus vite. Mais derrière, comme les cycles ne sont pas respectés, on dort beaucoup moins bien et on se repose beaucoup moins. Ce qui fait que le lendemain, on est encore plus fatigué. Et donc moins au top on n'est pas sur la meilleure version de ce qu'on voudrait, en fait. Et parce qu'en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise ou cadre, on veut toujours être le meilleur que l'on était la veille. Oui, évidemment. Être entrepreneur, être cadre, on a besoin effectivement de cette énergie, on a besoin de cette clarté mentale aussi. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis de dire. Ça m'intéresse particulièrement ce que tu dis sur l'anxiété. Souvent, on se dit j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je vais prendre un petit verre, ça va me détendre. Sur le moment, c'est vrai, probablement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ça crée un mécanisme en fait qui crée de l'anxiété. Et en fait, là où on a pris peut-être un verre en se disant ça va me détendre, je vais réduire mon niveau d'anxiété, finalement c'est l'alcool qui crée l'anxiété et du coup ça te fait une machine qui s'arrête jamais. C'est intéressant. Moi je bois très très peu d'alcool, je suis pas dans ce schéma-là. En revanche, je suis une ancienne fumeuse. J'ai fumé longtemps et beaucoup. J'ai arrêté il y a peut-être 15 ans maintenant. Mais dans ce que tu dis là, je retrouve des mécanismes que tu as dans le tabac où tu te dis je vais prendre une cigarette parce que ça va me détendre. Souvent ça, tu sais, tu fumes. Alors je dis tu sais, en tout cas pour les gens qui fument, quand tu prends ta première inhalation de cigarette, tu te sune complètement détendu un peu dans tout le corps. Le problème c'est que le tabac fait exactement ça. Quelques temps après, ça va recréer, parce que ça crée un manque, ça va recréer une anxiété et en fait c'est la cigarette qui crée l'anxiété que l'on essaie de faire redescendre avec la cigarette. Donc c'est un truc qui s'auto-alimente et qui s'arrête jamais. Finalement, je retrouve un petit peu ce même type de schéma qui s'auto-alimente avec l'alcool, c'est ça ? C'est très similaire. Très similaire. C'est le principe des drogues, en fait. Et la cigarette, comme l'alcool, sont des drogues. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est une addiction et il faut à un moment donné la traiter aussi comme une addiction. Mais c'est vrai que parfois, là où je pense qu'on est nombreux et nombreuses à le voir un petit peu comme ça, c'est que c'est complexe parce que c'est une drogue au sens de l'addiction, mais c'est ancré sociétalement et c'est aussi une drogue qu'on peut prendre de façon anodine. Enfin, typiquement, je te dis, moi, si je bois un verre, je bois 2 verres grand max. Bon, il se passe pas grand-chose a priori avec ma consommation d'alcool. En tout cas, je me retrouve pas dans des situations où j'ai le sentiment qu'il y a une problématique. Il y a plein de gens qui boivent de l'alcool de façon tout à fait nonchalante et c'est très bien. Mais le problème, c'est cette ligne fine entre le moment où tout va bien et le moment où ça va plus, ou en tout cas ça va moins bien, sans parler forcément de pathologie, mais effectivement en tout cas ça peut avoir un impact qui peut être conséquent. Et ce que tu disais est intéressant de dire aussi, on a l'impression que ça va nous aider à dormir, mais en fait ça va nous aider à dormir, mais ça va nous aider surtout à moins bien dormir. Et que finalement, là où on pense qu'on va se déstresser et gagner en sommeil, on perd en énergie et on crée du stress. Donc évidemment, c'est pas forcément, en tout cas, la meilleure clé de succès quand on pense à notre efficacité au travail, c'est ça ? C'est ça exactement. C'est-à-dire qu'on on se met des obstacles dont on n'a pas besoin généralement. Oui. Oui, c'est ça, c'est que là où on se dit qu'on a déjà une vie bien remplie, là ce que tu nous dis, c'est que finalement, l'alcool vient nous proposer un obstacle. Ça veut pas forcément dire, dis-moi si je me trompe, ça veut pas forcément dire qu'il faut absolument arrêter l'alcool ou toi tu penses que en fait l'alcool il faut le bannir. C'est quoi ta position là-dessus ? Moi j'ai pas d'opinion à ce sujet puisque chacun fait comme il veut et comme tu dis, il y a des personnes qui boivent un verre de temps en temps qui s'en portent très bien, il y a aucun souci. Moi je m'adresse vraiment aux personnes qui ne contrôlent pas l'alcool comme elles le voudraient, c'est-à-dire qu'elles se sentent parfois un peu dépassées et là ça devient un problème, ça devient une frustration et ça peut devenir une souffrance aussi.
Parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de tout contrôler, quand on a des équipes, des projets voilà, on a l'habitude de contrôler les choses et quand on n'arrive pas à contrôler cet aspect de sa vie, ça peut être très très frustrant. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, alors on est tous et toutes différents, bien sûr. N'empêche que dans l'entrepreneuriat, et aussi quand on est cadre d'ailleurs, souvent, ça se rejoint quand même. En tout cas, je me mets dedans. On aime bien contrôler les choses. Moi, je sais que, et beaucoup de gens autour de moi, on est dans le même cas. Si on est dans ce système d'entrepreneuriat, c'est aussi pour avoir les rênes et contrôler et faire avancer notre business comme on a envie de le faire avancer, etc. Travailler parfois avec des équipes, mais emmener les équipes dans une direction, etc. C'est quand même ça aussi. Donc en général, on est des personnes qui aiment bien être en pleine possession de leur choix. Et effectivement, l'alcool là-dessus, j'entends ce que tu dis, c'est que ça vient casser ce contrôle, c'est quoi? C'est une perte de contrôle? Qu'est-ce que c'est d'après toi? Il y a une perte de contrôle, il y a aussi le fait que on fait souvent beaucoup d'efforts, on fait du sport, on prend des compléments alimentaires, on essaie de manger sain, et à côté de ça, on va trop boire le week-end. Donc il y a une dissonance en fait qui fait que notre cerveau, il y a un moment, ça nous gêne quoi. En fait, voilà. Et puis ça ne fait pas notre confiance en nous aussi, parce que le fait de pas contrôler quelque chose comme ça. On se sent faible, parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit que c'est la volonté qui fait qu'on arrête ou qu'on n'arrête pas de boire. Et donc les personnes qui n'arrivent pas à contrôler leur consommation, elles se disent qu'elles manquent de volonté. Et donc c'est très diminuant en fait. Et donc généralement elles n'osent pas en parler non plus. Oui, mais non, mais c'est vrai que d'abord c'est un peu tabou, l'alcool, tabou. voilà, hein, c'est pas dans nos esprits, et je dis pas que c'est ce que je pense, mais dans nos esprits, c'est pas facteur de réussite que d'avoir un problème avec l'alcool. C'est un peu, oui, effectivement, soit il a pas de volonté, soit bon, c'est un peu, il est en train de glisser dans un système qui est pas celui de la réussite. Enfin, très clairement, on n'est pas sur quelque chose qui est vu comme ni positif ni toujours beaucoup de bienveillance d'ailleurs, en tout cas c'est mon avis vis-à-vis de cet élément-là. Et ce que tu dis, moi je trouve m'interpelle. Ce que tu dis, c'est on pense souvent qu'il faut de la volonté pour pas boire. Bah oui, il te dit écoute, tu veux plus arrêter, tu veux plus boire, c'est très simple, tu prends un jus d'orange, un Perrier et puis ça passe très bien, c'est finalement pas compliqué. Et le fait que évidemment que c'est plus complexe probablement que ça, le fait qu'on n'arrive pas, quand bien même on se dit tiens je voudrais réduire ou arrêter ma consommation d'alcool, c'est un peu comme c'est la même chose que le 1er janvier quand on se dit tiens je vais prendre des bonnes résolutions, on est tous d'accord pour prendre des bonnes résolutions, puis le 15 janvier les bonnes résolutions elles sont oubliées, on se dit oh mince j'ai pas de volonté. Et du coup, effectivement, je te rejoins, ça peut être facteur de stress finalement, de se dire oh, mais je suis naze en fait. Il suffisait que je demande un Perrier citron. Pourquoi j'ai demandé un verre de je sais pas quoi, alors qu'il suffisait que je prenne un Perrier citron? Comment on fait pour vivre avec ça, avec en fait, j'ai pas de volonté? Souvent c'est difficile parce que, encore une fois, on imagine que c'est la volonté qui fait qu'on arrête de boire. Alors des personnes utilisent la volonté pour ne pas boire de façon immodérée. Mais pour certains, c'est une souffrance, c'est-à-dire que c'est un combat quotidien. Et des personnes peuvent arrêter de boire pendant des années ou toute leur vie avec la volonté. Mais ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de force. Et il y a des fois on n'est pas en forme, on a des coups durs dans la vie, et à ce moment-là, on peut replonger. Quand j'accompagne les personnes qui ont besoin donc justement de reprendre ce contrôle, généralement on va plus travailler sur la compréhension, comment l'alcool agit sur notre cerveau et notre corps, et ce qu'est exactement l'alcool. Et à partir de là, on comprend rapidement, malgré tout, que c'est pas fait pour nous. C'est un peu comme dans le film Matrix, quand on prend la pilule rouge, une fois qu'on a vu l'envers du décor, quand on a vu la matrice, on peut plus revenir en arrière. C'est fini. Une fois qu'on le sait, on peut plus revenir en arrière. Donc une fois qu'on a compris comment l'alcool agissait, tout de suite on n'a plus envie d'en boire. Et là, la volonté n'intervient plus.
Ouais, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. On en parlait en off juste avant cet enregistrement. Tu me disais effectivement la volonté, c'est quand même quelque chose. Il faut être un peu militaire pour réussir à tenir sur la volonté. C'est très dur. Physiquement, intellectuellement, de tenir sur la volonté, c'est faisable, mais c'est très dur. Et en fait, finalement, ce que tu dis, c'est que de comprendre le mécanisme va bien plus nous aider que de se dire je vais décider d'eux. C'est vraiment de rentrer dans un système de compréhension. Est-ce que, alors je sais pas si c'est long ou pas à comprendre, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quel est ce mécanisme de l'alcool, comment ça agit peut-être sur notre corps, sur notre cerveau, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de boire de l'alcool? Alors oui, rapidement, l'alcool va générer un shot de dopamine en fait dans notre cerveau. Donc dopamine, l'hormone du plaisir pour aller vite. Donc le cerveau il comprend vite que si on boit un verre d'alcool, bah, ça lui fait du bien, il est content, donc il associe les deux. Mais il va pas associer tous les effets qui vont venir plusieurs heures plus tard. Donc le manque de sommeil, l'anxiété, la gueule de bois, la fatigue, etc. Donc lui il ne retient que la petite partie du plaisir. Et notre cerveau est fait de telle façon que plus il en consomme, plus il en a besoin en fait, puisque les doses pour avoir ce shot de dopamine vont devoir augmenter progressivement. C'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour toute drogue en fait. Il y a une tolérance qui augmente petit à petit. Et ce qui fait qu'il en faut de plus en plus. Donc une fois qu'on a compris ça, déjà ça aide beaucoup. Et puis comprendre aussi ce qu'est l'alcool. C'est-à-dire c'est de l'éthanol en fait, hein, donc c'est ce qu'on met dans la voiture, c'est ce qu'il y a dans le carburant. Pur, on en mourrait si on buvait juste de l'éthanol oui, pur. C'est un poison. C'est pas pour rien si, pardon, mais pour être trivial, c'est pas pour rien si on vomit quand on a bu trop d'alcool. C'est exactement ça. C'est un poison. C'est que le corps se dit, mais vire-moi ça tout de suite. Il faut surtout pas avoir ça dans le corps. La première fois qu'on boit de l'alcool, on a envie de vomir, on n'aime pas ça, l'odeur nous répugne. Et en fait, on dit il faut acquérir le goût, mais non, en fait, on va apprendre à notre corps, à notre cerveau à tolérer ce poison. Et c'est pour ça quand on en boit trop, d'ailleurs, qu'on continue à vomir et qu'on a la nausée, etc. C'est parce que c'est un vrai poison et notre corps le sait, donc il va juste faire avec. Donc voilà comment ça va se passer. Et c'est ça le problème en fait. Et donc une fois qu'on a compris que c'est un poison et que en fait pour le boire, qu'est-ce qu'on fait ? On met du coca avec, on met des parfums, on met des arômes, on va le diluer pour pouvoir le boire. Et une fois qu'on a compris ça, on s'aperçoit que on n'a plus envie de le boire et surtout que ça nous apporte rien. Parce qu'en fait, au final, on s'aperçoit que l'alcool nous apporte que des avantages quand on creuse vraiment les choses. Hein. Alors, c'est intéressant ce que tu dis et je suis obligée de te poser la question parce que on vit en France. D'un point de vue sociétal, d'un point de vue culturel, l'alcool est vachement ancré, notamment le vin. Moi, il se trouve que tu vois, j'ai vendu du vin dans ma carrière à un moment donné. Et si on ne prend que le vin, c'est pas, tu vois, tu parles de diluer. Alors, j'imagine les alcools forts, etc. Effectivement, on les dilue, de la vodka, on va mettre du jus d'orange, du jus de pomme, du je sais pas quoi. Le vin, moi j'y vois quand même je suis très honnête et transparente avec toi, moi j'y vois des choses positives. Il y a un goût, un palais, tu découvres plein de choses, des saveurs qui sont super agréables. Comment tu te positionnes toi vis-à-vis de ça ? Comment est-ce que quelqu'un, alors c'est pas tant toi, mais quelqu'un qui voudrait réduire sa consommation et qui dit oui mais enfin j'entends ce que tu dis Sylvain ça va me fatiguer, ça va pas m'aider d'un point de vue stress, il y a une addiction qui va se créer de plus en plus, etc. Mais la consommation j'allais dire récréationnelle, mais en tout cas entre guillemets agréable, je vais dans un bon resto et je bois un bon vin et c'est très agréable. Comment est-ce on intègre ça dans sa réflexion ? Écoute, ça c'est vraiment une question très personnelle pour chaque personne. En fait, si la personne, pour elle, il n'y a pas de problème avec l'alcool, elle peut très bien boire du vin quand elle en a envie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais dès que l'alcool devient un problème à gérer, automatiquement, c'est moins pour le goût que pour l'alcool qu'elle va boire. Et le vin peut être très bon. Hein. Il y a des très beaux. La notion de goût est très importante. Mais c'est pas l'alcool qui va donner le goût au vin, puisque l'alcool n'a pas de goût en fait. C'est tout ce qui va autour, c'est le cépage, c'est la façon dont ça a été produit, tout le savoir-faire du vigneron en fait, tout le métier.
et puis tout ce qui va autour, hein, toute l'histoire, le storytelling, et puis avec qui on le boit et avec quel mets on le mange et dans quel lieu. Donc tout ça, c'est une expérience globale en fait. Mais c'est vrai que pour les personnes qui veulent vraiment être au top ou qui veulent vraiment contrôler leur santé et leur efficacité, leur productivité, et bien généralement elles réalisent que l'alcool ne les aide pas. Donc au final, est-ce que le verre de vin est indispensable? Ça dépend des personnes. Ouais. Non, mais je comprends aussi ce que tu dis de cette... Et c'est toute la difficulté, moi, je trouve, de cette ligne. Et encore une fois, c'est un choix personnel et chacun... On n'est pas là en train de dire qu'il faut arrêter de boire de l'alcool, absolument, etc. Non. C'est juste essayer de comprendre chacun, comment on souhaite se positionner vis-à-vis de l'alcool. C'est intéressant ce que tu dis entre je viens chercher le goût, l'expérience, tu vois, le bon repas avec des amis, ou je viens chercher l'effet que l'alcool va avoir sur moi, sur mon anxiété, sur ma difficulté à dormir, sur etc. Et c'est pas la même chose que d'aller chercher l'alcool et d'aller chercher le goût. Même si parfois, j'imagine, ça peut se mélanger aussi. Hein, c'est pas une ligne. J'imagine que c'est pas tout noir, tout blanc. Du jour au lendemain, tu passes de j'adore ce cépage à j'ai envie d'avoir de l'alcool pour plus être anxieux. Bien sûr que non. Mais c'est intéressant aussi peut-être de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que t'en penses? De se dire, voilà, très objectivement, quel est mon rapport à l'alcool et où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que je viens rechercher quand je viens boire un verre d'alcool? C'est important et c'est pour ça que le Dry January, par exemple, c'est un bel outil. C'est un bel outil. Bon, ça vient d'Angleterre, c'est pas pour les mêmes... Voilà, c'est leur culture qui... Mais c'est vrai que c'est un bel outil parce que ça nous oblige à se rendre compte si justement on est dépendant ou pas de l'alcool. Il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas dépendantes, heureusement. Mais pour les personnes qui ne le savent pas, c'est toujours bon à savoir parce que ça permet justement de se remettre en question et puis peut-être de voir ce qu'il est possible de faire. Ouais, puis de prendre conscience et peut-être aussi d'ailleurs de prendre conscience des effets positifs de ne plus boire d'alcool, parce que c'est ce qu'on disait, sans avoir un problème pathologique avec l'alcool. On boit, encore une fois, c'est assez culturel aussi en France. On est nombreuses à boire régulièrement, etc. Peut-être d'avoir une période de temps où on décide de ne plus boire d'alcool, ça va nous permettre de voir des bienfaits, ou pas d'ailleurs, hein, mais de voir si ça change quelque chose pour nous, et peut-être très objectivement de regarder si ça a un impact positif ou négatif d'ailleurs, j'en sais rien, sur notre vie professionnelle. Tu parlais de prise de contrôle, où on aime bien pouvoir contrôler tous les éléments, être au top en permanence, et de se rendre compte objectivement de ce que ça nous apporte ou pas dans notre vie professionnelle, et de savoir si on veut mettre en place peut-être des outils, des stratégies pour réduire, voire mettre l'alcool complètement de côté. Si là, tu vois, au moment où je publie cet épisode, on est en février, donc Dry January vient de se terminer. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être d'ailleurs fait un Dry January, qui se disent oui, mais moi en fait, je me suis rendu compte que je dormais mieux, que j'étais plus efficace au boulot, dans ma vie perso aussi, que finalement peut-être que j'ai envie de continuer à moins boire ou à ne pas boire. Est-ce que tu as des outils peut-être, ou des techniques, ou des choses, ou des exercices à mettre en place, des choses pour les aider à se mettre dans cette mouvance de réduction de l'alcool? Il y a plein de choses, mais il y a les premières déjà, c'est de se dire pourquoi on a envie de moins boire. Ça, c'est déjà se poser la question. Et puis de se dire aussi qui on voudrait être, qui on sera si on ne boit pas ou si on boit moins. Qu'est-ce que ça nous permettra de faire en plus? Quelle personne on sera pour justement se motiver et voir un petit peu les avantages que ça peut avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faut pas se fixer des objectifs trop importants. Hein. On va pas se dire pendant 6 mois je vais pas boire. Peut-être commencer par une semaine ou quelques jours. Il faut aller par petits pas. C'est pas la peine d'aller trop loin tout de suite. Et puis je voulais revenir sur quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est la confiance en soi. C'est-à-dire une fois que on fait cet exercice de ne pas boire pendant quelques temps, on va s'apercevoir qu'on y arrive. Et si on n'y arrive pas, ça c'est autre chose. Ça après, on peut en parler d'une autre façon. Mais si on y arrive, en tout cas, ou si on arrête de boire, on a une confiance en soi qui va augmenter très très fortement, considérablement.
Et c'est ce qu'on voit à chaque fois. Les personnes qui arrivent à se libérer de l'alcool, elles se disent, finalement, j'y suis arrivé. À partir de là, si j'ai réussi à faire ça, je peux faire... Si j'ai réussi à faire quelque chose qui me semblait quoi. terriblement difficile, de fait, je pourrais réussir à faire plein d'autres trucs qui me semblent terriblement difficiles. C'est comme quand on arrête la cigarette après des années. Une fois qu'on a arrêté, c'est une vraie victoire, quoi. Je veux dire, c'est pour l'ego et pour la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est énorme. Absolument. Moi, je n'étais pas capable de prendre une décision, quelle qu'elle soit, la décision pouvant être aller sortir les poubelles. Je n'étais pas capable de prendre une décision, quelle qu'elle soit, sans fumer une cigarette d'abord. C'est étonnant, c'est bizarre, mais effectivement, tu te dis que tu es réglé par un élément extérieur et qu'à un moment donné, tu t'en libères. Donc, j'entends complètement ce que tu veux dire, tu veux dire par là. Et une autre chose aussi, en parlant toujours de confiance en soi, c'est-à-dire que si on n'utilise plus cette béquille qu'est l'alcool, il y a plein de problèmes qu'on mettait de côté, en fait, qu'on anesthésiait avec l'alcool, des situations où on n'était pas à l'aise ou qui nous plaisaient pas. Et en fait, le fait de les regarder en face sans cette béquille de l'alcool va nous permettre de les adresser directement et souvent de les résoudre. Et chose qu'on n'aurait pas fait pendant des années parce que justement, on avait ce petit pansement qui nous permettait de vivre ces situations qui nous convenaient pas. Oui, c'est sûr que on peut pas régler un problème si on n'essaye pas de le régler. Effectivement, si on met un chapeau dessus, ce qu'on peut peut-être faire souvent avec l'alcool, on risque pas de régler la difficulté. Écoute, merci infiniment Sylvain. On pourrait en parler évidemment très 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 longtemps. C'est un très vaste sujet, mais je trouvais ça intéressant que tu viennes aujourd'hui nous en parler et encore une fois, non pas pour dire il faut absolument arrêter l'alcool, c'est pas la question, mais de dire qu'il y a un champ des possibles et que on a le droit de se poser la question, on a le droit d'avoir envie de réduire sa consommation, voire de l'arrêter, qu'il peut y avoir des bénéfices qui sont vraiment intéressants et même d'un point de vue purement professionnel, qu'on peut regarder les choses différemment. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément si difficile que ça. Encore une fois, je mets les pathologies de côté, mais sur notre consommation d'alcool, je dirais quotidienne, c'est pas forcément si difficile. Il faut savoir le regarder peut-être différemment. Et j'aime beaucoup les clés que tu nous as données. Je vais essayer de résumer juste en une minute un petit peu les grands points que tu nous as donnés. D'abord, tu nous as parlé de l'impact de l'alcool sur notre santé et notamment le fait que bien souvent, on se trompe vis-à-vis de l'alcool. On se dit, tiens, je vais boire un verre parce que ça va me détendre, sans comprendre que le fait de prendre de l'alcool va nous restresser derrière et nous demander de revenir chercher encore peut-être plus d'alcool ou en tout cas venir créer cette anxiété. On se dit aussi, attends, je vais boire un verre, ça va m'aider à bien dormir, ça va être plus facile, je suis peut-être un petit peu anxieux. Oui, sauf que manque de peau. Tu nous expliques que de boire un verre d'alcool, ça va peut-être nous aider à nous endormir un peu plus vite, mais ça va complètement dérégler notre cycle et on va avoir un sommeil qui est moins efficace et on va se réveiller fatigué. Donc pour le lendemain aller bosser, c'est pas forcément la meilleure des choses. Ce que tu nous dis aussi, moi c'est vraiment un truc que je trouve intéressant et j'ai vraiment fait le lien avec mon expérience de l'arrêt de la cigarette, c'est le rapport à la volonté. La volonté, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Tu vois, pour le tabac, il suffit d'arrêter de fumer. Si tu veux pas fumer, c'est pas compliqué. Estelle, arrête de fumer. Franchement, c'est idiot. Ne prends pas une cigarette et voilà. Et on peut le dire la même chose sur l'alcool. Tu veux pas boire, Sylvain. C'est très simple. Prends pas la vodka pomme. Il suffit de pas la boire. Tu demandes un Perrier citron et ça marche très bien. Oui. Et bien sûr, et c'est vrai que la volonté fonctionne, sauf que la volonté, c'est très difficile. On le voit tous avec nos décisions du 1er janvier. C'est très dur à garder, sinon, toutes les personnes qui veulent faire un régime arriveraient à faire un régime, parce que bien sûr que si on mange des haricots et du poisson grillé, normalement tout se passe bien. Oui, sauf que la vie est plus complexe que ça. Et la volonté, ça marche pas toujours dans 100% des cas. Ce que tu nous dis, toi, c'est que certes, la volonté peut fonctionner, mais il y a d'autres outils, d'autres façons de voir les choses. Et une façon de voir les choses qui simplifie grandement la donne, c'est de comprendre ce qui se passe avec l'alcool, de comprendre ce que l'alcool fait dans notre corps, dans notre cerveau, quelles sont ses actions sur nous-mêmes, pour pouvoir en fait regarder l'alcool différemment et peut-être ne plus regarder l'alcool comme ce pansement qui va nous aider à dormir, nous aider à nous déstresser, ou nous aider à oublier des éléments qui ne nous plaisent pas. Et que donc ça passe par finalement de l'éducation, de la compréhension,
pour pouvoir aller de l'avant. J'aime beaucoup aussi ce que tu disais sur la confiance en soi et sur le contrôle. Et effectivement, je pense que si on prend les personnes qui écoutent le podcast du marketing, donc il y a des personnes très très diverses, mais c'est beaucoup des entrepreneurs, des indépendants, des cadres, des responsables marketing. On est dans des situations où on a des métiers bien souvent stressants, ou en tout cas avec des responsabilités qui peuvent être importantes, et des métiers où on aime bien avoir le contrôle de ce qu'on fait. En général, on est plutôt bon dans ce qu'on fait, en tout cas on essaye de l'être, on a plutôt du contrôle, on a des certaines responsabilités, et cette habitude-là d'avoir des responsabilités, ça peut être très très déstabilisant. Et tu nous disais, ça peut être facteur de perte de confiance en soi, que de se retrouver dans une situation où finalement on contrôle plus le fait que, bah tiens, j'ai besoin en fait de prendre ce verre d'alcool et de se dire, mais en fait, je suis naze, c'est pas moi qui décide, j'ai besoin de prendre ce verre d'alcool. Moi, j'avais vraiment ce sentiment-là avec la cigarette. Je te disais, pour sortir les poubelles, j'avais besoin de fumer une cigarette avant, ça n'a rien à voir. Mais j'avais ce sentiment d'avoir besoin de le faire et de pas être en maîtrise totale. Donc ça, c'est un élément, je trouve, qui peut être assez déstabilisant, qui peut être facteur de perte de confiance en soi. Et tu disais, à l'inverse, les personnes qui arrivent à réduire ou à arrêter leur consommation d'alcool regagnent en confiance en eux parce que d'un coup, quelque chose qui semblait très complexe à faire, très long, très difficile, d'un coup se rendent compte que si, peuvent reprendre le contrôle et ça réouvre un nouveau champ des possibles. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, on n'est pas en train de dire, il faut absolument que vous arrêtiez de boire de l'alcool, parce que bon, moi j'aime bien un bon verre de vin avec un bon repas, personnellement, ça me va bien. Mais ce que je trouve intéressant dans ta démarche, Sylvain, quand tu m'as contacté pour passer sur le podcast, c'est de dire, c'est intéressant d'en parler pour que les personnes puissent se poser la question et puissent comprendre que c'est pas forcément si complexe et c'est pas forcément un chemin si tortueux que ça, que de pouvoir reprendre le contrôle sur sa consommation d'alcool. Est-ce que Sylvain, d'abord, est-ce que ça te va? Est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises? Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter? Non, c'était très très bien résumé. Écoute, je suis ravie. En tout cas, merci beaucoup Sylvain d'être venu vers moi pour proposer ce sujet-là. C'est un sujet, moi, qui me tient à cœur pour des raisons personnelles. Et je pense que c'est un vrai sujet sociétal. Et encore une fois, de savoir se poser la question et de savoir décider en son âme et conscience de ce qu'on veut faire avec soi-même et de ce qu'on veut faire avec son corps et son cerveau, parce que ça a un impact direct sur le cerveau. Je trouve que c'est une démarche qui est super intéressante. Sylvain, si on veut en savoir plus, si peut-être on a des questions à te poser, si on a peut-être besoin d'être accompagné, si on veut bosser avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Alors c'est très simple, on peut me retrouver sur LinkedIn, Sylvain Rouget, on peut me retrouver sur YouTube aussi, pareil, Sylvain Rouget, et puis Instagram, TikTok, et puis aussi j'ai un blog aussi qui s'appelle 1 an sans alcool. Super. Voilà. Écoute, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, bien sûr, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à contacter Sylvain, à aller lire son blog, à aller regarder son LinkedIn et son YouTube. Merci beaucoup, Sylvain. T'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci Estelle, c'était un vrai plaisir. Merci Sylvain d'avoir partagé avec nous l'impact qu'a l'alcool sur notre vie et notamment notre vie professionnelle, nos résultats, notre efficacité dans le boulot. C'est super intéressant, du moins en tout cas, de se poser la question. Après, encore une fois, chacun fait bien comme il le souhaite, comme il le sent, mais je trouve intéressant d'amorcer la discussion pour se poser la question de notre propre rapport à l'alcool et surtout si c'est un rapport qui nous convient ou si c'est un rapport qui nous est dommageable. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, il y a une façon très simple de le faire, c'est d'en parler autour de vous, tout simplement, le bouche à oreille, de proposer un épisode, votre épisode préféré, à un ami entrepreneur, à quelqu'un qui travaille dans le marketing, quelqu'un à qui ça peut être utile. Ça sera vraiment un énorme coup de pouce pour le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.